Notre invité Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, député du Nord, la France Insoumise. Retraite, assurance chômage, réforme constitutionnelle, PMA avec la loi bioéthique dans les mois qui viennent. Édouard Philippe va préciser le calendrier tout à l'heure à l'Assemblée nationale, le calendrier de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron, discours de politique générale. Vous ne voterez pas la confiance? Non, il y a bien peu de chance. Surtout que sur le contenu, on a déjà quelques pistes de ce qui va être annoncé. Non, nous ne voterons contre la confiance. C'est-à-dire que aussi le vote de confiance signifie votre position dans l'hémicycle. Est-ce que vous êtes dans la majorité ou l'opposition? Donc nous renouvellerons notre vote de notre entrée à l'Assemblée. Nous sommes un groupe d'opposition. Mais surtout, regardons le contenu de ce qui va être proposé. Alors moi, j'ai pas encore entendu le discours comme vous, mais on sait quelles sont les pistes. Et on sait que ce qu'on nous présente comme étant... Ce qu'on nous présente comme l'acte 2 du quinquennat de M. Macron, ça va être en réalité plus d'austérité. On nous annonce le durcissement des conditions d'indemnisation chômage, la retraite à 64 ans, la poursuite du gel du SMIC, la poursuite du gel de la rémunération des fonctionnaires. Bref, dorénavant, tout sera comme auparavant, Jean-Jacques Bourdin. Bien, alors on va regarder la réforme des retraites avant la fin de l'année. Ce qu'on en sait, parce qu'encore une fois, on ne sait pas tout, nous verrons. Fin des 42 régimes de retraite existants, avec un système universel en point. Et puis, c'est vrai qu'on garde l'âge légal de départ à 62 ans, d'après ce que l'on sait. Mais on devra travailler jusqu'à 64 ans pour toucher une pension pleine, avec une surcote au-delà de 64 ans pour améliorer sa pension, à condition de continuer à travailler. Voilà en gros ce qu'on sait. Mais oui, on n'en sait pas plus. Donc, du coup, regardons. D'abord, dire une chose. L'essentiel sur la réforme des retraites, qui nous est vendue au-delà de toute la technicité de la retraite par points, dont j'avais déjà eu l'occasion d'expliquer ici qu'en réalité, finalement, c'est le travail sans fin, parce que la retraite par points, vous n'avez pas de visibilité sur quel sera véritablement le montant de votre pension. Vous cumulez des points, et à la fin de votre carrière, en tout cas quand vous avez l'âge normalement légal de partir, 62 ans aujourd'hui, vous regardez quelle est la valeur de vos points, et vous partez en retraite. Mais la réalité, c'est que on saura en permanence où on en est. Non, Jean-Jacques Bourdin, parce que Jean-Jacques Bourdin, non, parce que la valeur du point, vous devez le savoir, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, la valeur du point peut être modifiée tout le temps. Donc par définition, vous n'aurez pas de visibilité sur ce qu'est votre pension. Mais surtout, vous dire une chose, le débat sur l'âge légal de départ, dans ces circonstances, est un faux débat. Puisque si l'âge légal reste théorique à 62 ans, mais que tout est fait pour vous pourrir la vie de telle manière que vous êtes obligé de continuer à travailler, vous savez comme moi que si votre pension est une pension de misère, vous allez être incité à continuer. La réalité, c'est que c'est encore une manière de faire une entourloupe et de rallonger l'âge de départ. Et moi, je veux dire que j'ai un souci de fond avec ça. Parce que souvent, ça nous est présenté avec l'argument d'autorité qui consiste à dire « oui, mais on vit plus longtemps, alors va falloir travailler plus longtemps ». La vérité, c'est que l'espérance de vie a augmenté dans ce pays à mesure que la durée du temps de travail, dans la semaine ou dans la vie par l'âge de départ à la retraite, a diminué. Donc, il faut regarder ça de manière extrêmement précise. Et par ailleurs, Jacques Bourdin, moi, je vous mets en garde sur le fait que l'allongement de l'âge de départ à la retraite a un effet sur l'emploi et sur l'aggravation du chômage, aux deux extrémités de la vie active. Jean-Jacques Bourdin, dans ce pays, il y a à peu près 300 000 personnes de 60 ans qui ont leurs 40 annuités et qui sont au chômage. 300 000 chômeurs de plus de 60 ans qui ont fait leurs 40 annuités. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps pour eux de pouvoir enfin bénéficier de leur droit à la retraite quand à l'autre extrémité du marché de l'emploi, vous avez des jeunes qui peinent à s'insérer? Moi, je pense que sur les retraites, le gouvernement est en panne d'imagination. La réalité, c'est que pour financer la retraite et même la financer à 60 ans, ce que je continue de proposer avec la France Insoumise, nous avons des solutions, notamment par l'augmentation des salaires. Si vous augmentez les salaires de 1%, Jean-Jacques Bourdin, vous avez des cotisations sociales qui augmentent, vous remplissez les caisses, 1% d'augmentation salariale, 2,5 milliards de cotisations. Si vous créez de l'activité, comme nous voulons le faire, par exemple, avec la transition écologique, vous créez 100 000 emplois. Non, mais c'est pas une mince affaire. Non, vous créez 100 000 emplois. La transition écologique, tout le monde en parle. Tous les partis ont découvert, sont découverts écologiques. Mais tout le monde en parle. Et c'est bien d'ailleurs que tout le monde en parle, il faut le dire. Moi, je me satisfais de voir que la question climatique est utile. Après, c'est comment on fait concrètement. Le vrai gardien de la transition écologique, c'est Yannick Jadot, ça vous en conviendrez, non? Ah mais attendez, qu'alone des résultats, des élections, des résultats d'élections. Même pas des résultats. En l'occurrence, c'est de ça dont on parle quand vous parlez de Yannick Jadot aujourd'hui, c'est bien à l'aune du score des Verts. C'est clair que la question climatique a été assez centrale dans cette élection européenne et que par un effet assez mécanique, le vote est allé à ceux qui ont l'antériorité sur le sujet. Ceux qui défendent. Oui, mais alors après la question est véritablement mieux que tous les autres. Ça, c'est vous qui l'appréciez. Non, c'est pas moi. Non, mais attendez.
mieux que vous, mais il y a un débat de fond qui a été inaudible dans cette campagne européenne sur la question climatique. Que tout le monde soit écologiste, Jean-Jacques Bourdin, mais vous ne parliez que de référendum, pendant toute la campagne. C'est faux. Pardon, Jean-Jacques Bourdin, on va en parler, mais si vous voulez, on va en parler, mais d'abord sur l'écologie. Jean-Jacques Bourdin, nous avons fait 10 mois de campagne programmatique, 500 réunions à travers tout le pays, et vous avez bien peu commenté notre programme et ce que nous disions sur le fond. Et ça n'est pas vrai. C'est notre faute. Attendez, si non, mais attendez, vous me faites le reproche en disant vous n'avez parlé que de référendum. Je vous dis ça n'est pas vrai. Nous avons beaucoup parlé dans cette campagne d'écologie. Je termine juste. Pour moi, je vous dis sur la question climatique, le débat de fond qui persiste entre tous ceux qui se prétendent écologistes, c'est à peu près tout le monde, vous en conviendrez. Oui, tout le monde. En réalité, c'est peut-on faire l'écologie si la toile de fond reste le libéralisme économique et le productivisme? Et moi, je vous réponds, c'est non. Quand le GIEC nous dit vous avez 12 ans pour changer de modèle économique, tout le monde comprend. Les Verts allemands. Et c'est un point de désaccord entre nous. Jean-Jacques Bourdin, vous pouvez être vous le plus vertueux individuellement. Vous pouvez trier vos déchets, venir à BFM TV en vélo. La réalité, c'est que quand 70% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de 20 multinationales, même si vous, moi et tous les individus sont extrêmement vertueux, c'est bien le système qui est en cause. D'ailleurs, les jeunes qui se mobilisent pour le climat ne s'y trompent pas. Ils ne disent pas, Monsieur Macron, s'il vous plaît, verdissez votre programme. Ils disent changez et changez vite de modèle économique. C'est ça qu'il s'agit de faire. Taxe sur toute l'utilisation d'énergie fossile. Mais taxe sur, on est bien d'accord. Taxe sur les poids lourds, taxe sur les avions, le kérosène des avions. On est bien d'accord. Il y a quelques pistes parmi ce que vous proposez, mais supportez que l'écologie ne soit pas punitive. Non, mais vous êtes extraordinaire. Vous dites l'écologie ne doit pas être punitive, mais en même temps, il faut arriver à préserver notre planète. Je vois pas comment vous faites. Eh bien, je vous explique. Parce que personne n'a la solution. Eh bien, là, vous me donnez l'occasion de m'expliquer sur le fond, je le fais. Alors, allez-y. Moi, je prône l'idée que si nous avons 12 ans pour changer de modèle, comme le disent les scientifiques, ni vous ni moi, que je sache, ne sommes scientifiques, alors il faut s'y employer et s'y employer vite. Comme il y a cette question de l'urgence temporelle, je crois, Jean-Jacques Bourdin, que nous n'avons pas le temps d'attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. Par conséquent, il faut des décisions politiques centralisées, passer à la planification écologique, faire la transition agricole, passer d'un modèle d'agriculture intensif en chimie à un modèle agricole intensif en emploi. Et figurez-vous que les brevets existent, les techniques existent. Bien sûr, ça ne répond pas aux injonctions du marché. Si, je pense qu'il faut absolument faire la transition énergétique et que c'est un vivier d'emploi considérable. Bien sûr, ça suppose de changer de modèle. Ça ne peut pas être l'exigence du marché en tout et pour tout. Mais nous pouvons le faire. Et tenez-vous, à mon avis, c'est plus enthousiasmant et plus créateur d'un horizon politique et d'emploi pour notre pays que de faire se poursuivre le modèle de la concurrence libre et non faussée qui nous mène droit dans le mur. Adrien Quatennens, parmi les réformes que le gouvernement va engager, lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Là, j'imagine que vous êtes d'accord. Mais évidemment que c'est une réduction de 50% des déchets, mise en décharge avant 2025 et 100% de plastique recyclé en 2025. Ça, c'est une mesure que vous pourriez voter? Ce sont des bonnes idées, mais je vous demande de comprendre que, vu l'urgence de la situation et le peu de temps que nous avons pour changer de modèle en profondeur, c'est urgent. Attendez, me faites pas dire ce que je ne dis pas. Vous me demandez est-ce que ces mesures vont dans le bon sens. Je vous réponds oui, ces petites mesures vont dans le bon sens. Mais si nous sommes à l'aune d'une crise climatique qui est déjà commencée de manière considérable, qui nécessite un changement de modèle, vous comprenez que c'est pas en interdisant juste les touillettes et les pailles en plastique qu'on va solutionner le problème. Êtes-vous d'accord, Jean-Jacques Bourdin? Oui. En 2025, êtes-vous d'accord pour qu'on dise par exemple 100% d'énergie renouvelable en 2050? Parfois, soyez positif, Adrien Quatennens. Vous pouvez? Mais Jean-Jacques Bourdin, je suis plus positif et nous sommes plus positifs que tous. Quand je vous propose quand je vous propose de faire la planification écologique, nous proposons un projet qui est ample, qui a un horizon porteur pour toute l'économie du pays. Nous avons un défi à relever. Nous sommes au pied du mur, malgré nos désaccords politiques. Et je vous dis que la France, est-ce que c'est pas positif ça, a toutes les capacités pour mener ce grand projet de bifurcation. Elle peut même ouvrir la voie de ce changement en Europe et même dans le monde. Ce que la France fait, l'Europe le réfléchit, le monde le médite, vous le savez. Et donc nous pouvons faire. Et voilà ce que nous proposons, Jean-Jacques Bourdin, au pays de se lever tous les matins pour répondre à ce défi considérable. Et nous en avons les moyens. Alors ce n'est pas positif ça? Est-ce que c'est pas plus positif que de poursuivre la concurrence libre et non faussée? Dites-le moi. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron, quand il a pour seul projet le fait de faire des économies, c'est un projet qui est positif, ça, Jean-Jacques Bourdin? Moi, ce que je propose, ça a de l'avenir et ça permet de solder les défis auxquels nous sommes confrontés. Adrien Quatennens, réforme constitutionnelle aussi, avec ce référendum d'initiative populaire que va présenter le Premier ministre, un dixième des parlementaires, 1 million d'électeurs, pas de référendum
référendum sur une mesure promulguée depuis moins de 3 ans ou en cours de discussion au Parlement. Vous demandez le référendum, hein, pas celui-là. Je le sais. D'ailleurs, j'ai entendu François Ruffin hier demander des référendums en permanence. Hein. Vous l'avez entendu? J'étais dans l'hémicycle à ses côtés. Mais oui, ouais. Nous, ce que nous disons, Jean-Jacques Bourdin, et ça fait partie d'ailleurs du cœur de la situation politique que nous vivons de mon point de vue, et y compris du fait que beaucoup d'électeurs, et c'est un problème, se détournent des urnes. Enfin, une nouvelle fois, lors de ces élections européennes, un électeur sur 2 n'a pas voulu aller voter. Et moi, je crois que ça, c'est une priorité. Peut-on continuer à fonctionner comme si la politique était un cercle fermé, un microcosme, quand de plus en plus de concitoyens se détournent de la politique? Quelle est la clé pour ça? Les gens ont voté en 2005, par exemple, et se sont passionnés pour un scrutin. Ils ont dit non au traité européen, on a appliqué quand même le oui. Supporter que ce genre de blessure laisse des cicatrices profondes dans le pays. Beaucoup de gens aujourd'hui ne voient pas l'utilité de se déplacer aux urnes. Donc, attendez. Oui. La boussole en République doit être la souveraineté populaire. C'est notre boussole. Mais de ce fait, il faut trouver les moyens d'expression de cette souveraineté et la conjuguer avec la stabilité des institutions. Moi, je ne veux pas que la France se transforme en assemblée générale permanente, mais oui, je dis qu'en République, le peuple est seul souverain et qu'il faut organiser les conditions de sa souveraineté. Politique, les militants ou adhérents sont aussi souverains. Oui. Alors, moi, je peux vous parler de ce qu'est de la France insoumise. Ben voilà. Nous avons créé un mouvement et non pas un parti. Et pourquoi? J'ai une question à vous poser, Adrien Quatennens, parce que vous m'en posez, et puis si la réponse de vos combats, vous passez à la suivante. C'est pas ça. Mais non, mais parce que c'est toujours le même sujet, Adrien Quatennens. Puisque le peuple, les adhérents sont souverains dans votre parti, pourquoi ne pas organiser un référendum à propos de Jean-Luc Mélenchon? Doit-il rester ou doit-il partir? Mais pourquoi vous voulez faire la présidence? Pourquoi voudriez-vous faire de Jean-Luc Mélenchon le cœur du sujet de la situation? Parce qu'il a été battu, parce que c'est lui qui avait fait la promotion du référendum contre Emmanuel Macron, contre la politique gouvernementale. Moi, je vous pose la question. Oui. Et la question corollaire, pourquoi est-ce que dans ce pays, les leaders qui sont battus à une élection ne s'en vont pas? Mais Jean-Jacques Bourdin, attendez, je vais vous répondre. Mélenchon doit partir. Je vais vous répondre sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. En attendant, est-ce que vous allez demander à M. Macron s'il va partir, lui? Attendez, Jean-Jacques Bourdin, laissez-moi vous répondre. Ne répondez pas. Non, mais laissez-moi vous répondre. Non, parce que si vous venez de poser la question, quand les responsables politiques sont battus, est-ce qu'ils doivent partir? Si on applique votre raisonnement, Monsieur Jean-Jacques Bourdin, Macron doit partir séance tenante, parce que vous savez comme moi qu'il s'est lancé dans l'élection européenne, en étant d'ailleurs en éclipsant sa candidate et en étant lui seul le monarque présidentiel sur les affiches, en disant c'est moi qui serai le recours à l'extrême droite. Monsieur Bourdin, Monsieur Macron a organisé sciemment. Attendez. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non, je vais vous répondre. Non, vous faites les questions et les réponses, Jacques Bourdin. Je vous pose une question. Vous me dites, est-ce que les responsables politiques doivent partir quand ils sont battus? Je vous dis que si c'était le cas de manière systématique, Monsieur Macron devrait partir parce qu'il a organisé son duel face à Marine Le Pen et il l'a perdu. Et d'ailleurs, supportez de voir que cet après-midi, nous allons avoir un discours de politique générale, c'est-à-dire que ces gens-là vont se comporter comme si l'élection n'avait pas eu lieu et que leur duel n'avait pas été perdu. Je vous réponds sur Jean-Luc Mélenchon. Dans votre parti ou quoi? Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on touche à Jean-Luc Mélenchon, c'est... Non, là je vous répondais sur votre raisonnement. Je viens à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Jacques Bourdin, y compris si vous faisiez un référendum au sein des Insoumis, je crois qu'il le gagnerait, largement. Attendez, mais l'organiser, ça veut dire considérer que l'analyse politique que nous faisons de ce qui vient de se passer tiendrait au fait que Jean-Luc Mélenchon serait le cœur du problème. Ça n'est pas sérieux, c'est une analyse extrêmement fainéante. Jean-Luc Mélenchon est celui qui, en 2017, a porté notre programme L'Avenir en commun, autour duquel 7 millions de personnes se sont regroupées aux portes du pouvoir. 19% présidentiel, 11% aux législatives et 6% aux européennes. Eh bien, quelle chute! C'est une chute, effectivement. Il faut pouvoir l'apprécier. C'est plus qu'une chute. Analyser les choses. Oui, mais ça n'est pas la chute d'un homme. Enfin, supporter que Jean-Luc Mélenchon est plutôt celui qui a porté à haut niveau notre courant politique. Et que s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait en 2017 en créant la France insoumise, nous en serions peut-être réduits à la situation italienne où tout le courant que nous représentons a disparu. Pas de discussion, il doit rester à la tête. Est-ce qu'il doit rester à la tête de la France insoumise? Mais Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est le président du groupe parlementaire à l'Assemblée. Il n'a pas de fonction en tant que tel interne à la France insoumise, mais
la question de sa place particulière, il a dit qu'il allait avoir l'occasion d'en parler. Je crois que c'est normal et que vous le comprendrez mais dans les prochains jours. C'est-à-dire, je ne sais pas, demandez-lui la date, c'est pas moi qui la connais. Non mais Jean-Jacques Bourdin, ce que je n'aime pas dans votre parti comme ailleurs, c'est vrai, La République en marche, c'est vrai, c'est que vous ne dites jamais la vérité. Pourquoi ne dites-vous pas le 22 23 juin à Paris? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas les 22 et 23 juin à Paris? Jean-Luc Mélenchon précisera sa position. Parce que Jean-Jacques Bourdin, parce que le 22 et 23 juin, nous avons une assemblée représentative du mouvement, que ce pourrait être le moment où Jean-Luc Mélenchon parlera, mais qu'il est possible qu'il décide de le faire avant, tout simplement. Je ne connais pas son calendrier personnel. Alors, mais attendez, je vous réponds sur la situation. Restera-t-il à la tête du groupe parlementaire? Alors allez-y, répondez-moi. Mais il en parlera. Je n'ai pas les réponses à vous donner à cette heure. Ce que je peux vous dire, vous souhaitez ou pas qu'il reste. Oui. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, quelle que soit sa place, doit garder une place importante au sein de notre courant de pensée politique. Attendez. Alors après, quelle que soit sa place, il doit garder une place importante. Mais Adrien Quatennens, est-ce que c'est une réponse franche et directe? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu l'analyse de ce qui s'est produit plutôt que de tout concentrer sur Jean-Luc Mélenchon? Oui, ce qui s'est produit. Moi, je vous réponds. Ce qu'a dit Charlotte Girard, qui était la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui s'est produit, désorganisation du mouvement, impossibilité de s'y exprimer. Si désaccord. Voilà ce qu'elle dit. Bon, je vous réponds, si vous permettez. Allez-y. D'abord, vous dire une chose. Pour l'essentiel, ce qui s'est passé à cette élection européenne n'est pas un revers exclusivement français. Et c'est le paysage politique qui, moi, m'inquiète. C'est que c'est un revers électoral qui se vérifie dans toute l'Europe, Jean-Jacques Bourdin. Notre courant de pensée recule dans toute l'Europe. Quelles que soient d'ailleurs les formes, que ce soit des formes plutôt partisanes, des formes plutôt mouvementistes. Les Allemands de Die Linke sont à 5%. Et les Espagnols de Podemos ont pris 9 points dans la vue. Donc ce revers électoral, il est partout en Europe. Et la vérité, c'est que l'ancien clivage traditionnel gauche-droite, qui était marqué en France par la présence de deux grands partis, LR et le PS, a été complètement aspiré, notamment ici en France par M. Macron, qui a substitué un nouveau clivage entre les prétendus progressistes et les nationalistes. Et par Marine Le Pen. Oui, eh bien, ce paysage politique fonctionne comme une nasse qui nous empêche d'aller au moment où nous allons véritablement prendre en charge les défis auxquels nous faisons face. Mais à gauche, les défis humains et les défis écologiques. Il faut reconstruire la gauche, s'unir et tout. Je vous réponds. Alors répondez-moi là-dessus. La France insoumise est un mouvement qui a été créé pour être l'outil de la révolution citoyenne. C'est-à-dire qu'il y avait un intérêt supérieur, au-delà de la question programmatique, une singularité, une utilité à ce mouvement que nous avons formé. Un mouvement souple, ouvert, qui permet à des gens, quelle que soit leur diversité d'engagement, de se retrouver pour l'action autour d'un programme. La vérité, c'est que oui, il faut faire évoluer le mouvement. Nous avons toujours dit d'ailleurs que ce mouvement était à forme évolutive. Vous parliez de l'Assemblée représentative des 22-23 juin. Nous allons avancer, y compris, vous le verrez, en matière de démocratie interne, comme j'entends que ce serait le principal problème. La vérité, c'est que quand on parle de démocratie interne, quand nos listes sont créées pour les européennes, ce sont 600 candidatures, un comité électoral tiré au sort. Qui disent ça, c'est pas mais moi, attendez, ce sont quelques membres et le fait que nous discutions après une situation comme celle-ci est normal. Maintenant, qu'y a-t-il lieu de faire dans les prochains mois, les prochaines semaines? Moi, je pense que la clé de l'affaire, c'est la question de la souveraineté populaire. Et que notre programme de transformation écologique... Écoutez, quel est le paysage politique? Je vous l'ai dit, il y a un électeur sur deux qui s'abstient durablement de la politique. Il y a aussi des gens qui sont en colère, moi je le vois particulièrement dans le Nord, qui ont intériorisé le fait que l'expression de la colère devait aller à l'extrême droite, parce que finalement ce serait le vote coup de pied aux fesses pour tout le système politique. La vérité, c'est qu'en votant pour l'extrême droite, souvent ils ignorent, quand on discute avec eux, qu'ils votent pour des gens... Beaucoup de gilets jaunes votaient pour l'extrême droite. D'après ce qu'on en croit, une proportion significative. Mais pourquoi? Parce que notamment les sondages et cet effet médiatique... Convaincu. Et aussi, peut-être, parce que cet effet médiatique qu'il y a eu du duel prétendu, qui est en fait un duo entre le système Macron et son assurance vie Le Pen, eh bien, a fonctionné à plein régime et qu'à la fin, c'est vrai, essentiellement, les gens ont cru que pour battre Macron, il faudrait voter pour Le Pen. La vérité, c'est que ce faisant, ils votent pour des gens qui sont contre l'augmentation du SMIC, qui sont pour que nous travaillions plus longtemps. Est-ce que ceux qui m'écoutent et qui ont par colère voter pour Madame Le Pen savent qu'en le faisant, ils votent pour quelqu'un qui veut qu'il travaille davantage, qui veut que le SMIC ne soit pas augmenté? Non, souvent, ils ne le savent pas. Donc, charge à nous de faire la démonstration que la colère est légitime. Vous ne leur avez pas suffisamment dit pendant la campagne? Mais Jean-Jacques Bourdin, nous avons passé 10 mois de campagne sur le fond à essayer de convaincre, dans une adversité généralisée. Est-ce que moi, je veux bien qu'on fasse... Vous savez, j'ai fait l'autocritique de notre mouvement. Est-ce qu'on peut faire un peu l'autocritique aussi de ce qui s'est produit en termes de finalement ce que la sphère médiatico-politique a donné à voir de cette campagne? Nous avons fait 10 mois de campagne sur le fond, des initiatives originales, nous avons des initiatives concrètes pour gagner des combats avec les gens dans les quartiers. Et la vérité, c'est qu'on a
pu parler de rien et qu'on a fait face à une adversité particulière. Enfin, Jean-Jacques Bourdin, quand nous avons soutenu le mouvement des Gilets jaunes, pas pour en faire une boutique électorale, parce que ce mouvement dit quelque chose de la société, ses revendications sont justes. Et ce qui s'est produit national qui en a fait une boutique électorale. Parce qu'a été organisé ce faux duel qui n'en est pas un entre l'extrême droite et l'extrême marché. Mais surtout, pendant la campagne, nous avons été tantôt repeints de violents, tantôt repeints de prétendus antisémites, alors que nous sommes des républicains antiracistes conséquents. Donc vous voyez quand même qu'il y a un traitement qui nous est réservé. Quand il y a la moindre défection à la France insoumise, cataclysme médiatique. Par contre, quand nous créons nos listes avec un comité électoral tiré au sort, vous ne demandez jamais de compte à la République En Marche sur comment fonctionne la démocratie interne, ni à d'autres forces politiques. Donc moi, je veux bien entendre, et bien évidemment que la discussion est salutaire, qu'il faut faire évoluer notre mouvement, mais il faut le tourner vers l'extérieur. Parce que l'urgence politique ne se situe pas à l'intérieur des boutiques et des partis, mais dans les quartiers avec la population qui se détourne durablement de la politique. Et c'est elle la clé pour changer le paysage politique. Vous serez candidat à Lille, au municipal? Laissez-moi encore quelques semaines pour savoir si je propose ma candidature. La vérité, c'est que moi, je regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Vous pourriez? Je me pose la question de savoir quelle est l'utilité de mon action dans les prochaines semaines. Plusieurs choses m'intéressent. Je me pose véritablement, Jacques Bourdin, et sans langue de bois, la question de quelle est mon utilité, comment je peux être utile à ma famille politique dans les prochaines semaines. Laissez-nous le temps d'analyser tout ça et de vous faire quelques annonces dans les prochaines semaines. Bien, merci Adrien. Merci à vous. Merci, 8h54.